Bien, bonjour tout le monde, j'espère que mon ordinateur tiendra. Donc, lorsque Delphine Preissmann m'a demandé d'intervenir sur ce sujet, je me suis rendu compte que j'étais vraiment face à un énorme territoire que je pouvais tenter d'arpenter. Et ce que j'ai fait finalement assez simplement, c'est que je suis allé repêcher dans différentes interventions que j'avais pu faire, et en particulier dans des enseignements, un certain nombre d'éléments qui illustrent cette grande thématique, qui est la thématique de l'ingéniosité, en particulier de l'ingéniosité en médecine. Alors, je vais commencer d'abord par vous donner quelques éléments généraux, et après, bon, je vais vous donner évidemment le plan de mon propos, et puis après, vous allez voir qu'on va se balader entre passé et présent à travers différentes situations et différents contextes où, disons, l'inventivité a été quelque chose, disons, de relativement remarquable dans le développement de la médecine. Mais avant de commencer, regardez bien l'image que j'ai mise en frontispice, on y reviendra à la fin. Quelques éléments généraux. Pourquoi c'est intéressant de s'intéresser précisément à l'inventivité en médecine? C'est parce que si l'on essaye d'étudier l'innovation en médecine, eh bien, on se rend compte, c'est ce qui est écrit ici, c'est que les nouvelles techniques eh bien, ne sont que très rarement des réponses claires à des besoins médicaux clairement identifiés, ou bien des solutions claires à des problèmes qui ont été posés avec des cahiers des charges précis. Ça, c'est vraiment l'histoire de la médecine qui nous le dit. Et généralement, c'est vrai que dans le domaine médical, une grande partie, on va dire, des innovations arrivent en fait par transposition. On transpose et on adapte des éléments qui sont nés, qui ont été développés ailleurs, hors du champ médical, dans d'autres domaines des sciences, etc. Et parfois, comme on va le voir dans le premier exemple, même d'autres contextes culturels. Et donc, j'en arrive à une hypothèse très générale qui va m'orienter pendant ce petit parcours de ce soir, c'est que l'ingéniosité en médecine, c'est ce qui est écrit ici, consiste généralement pour des médecins extrêmement attentifs à évaluer l'intérêt et à tirer parti d'éléments qui viennent d'ailleurs. Et ça, vous allez voir tous les exemples que j'ai choisis, et vous allez voir qu'ils sont relativement nombreux, eh bien, illustrent finalement cette hypothèse générale. Alors, le plan de mon argument est le suivant, donc je vais tenter d'arpenter, c'est le cas de le dire, vu l'image, cet énorme territoire du développement des techniques médicales, au sens large, vous allez voir du terme, et j'ai fait comme ça quelques forages, en quelque sorte, dans ce grand territoire. Au début, un exemple pour illustrer, c'est vraiment des illustrations, ce n'est pas une communication de recherche que je vous fais là, mais une première illustration qui vous montrera comment la médecine a pu tirer parti de traditions à travers l'exemple de la variole. Ensuite, je vous montrerai quelques exemples sur la manière dont la médecine a tiré parti de phénomènes physiques, en particulier évidemment pour donner une évidence à l'intérieur du corps, on verra ça. Ensuite, un gros chapitre de la physiologie dans lequel la médecine, ou cette partie de la médecine qu'on appelle la physiologie, a tiré parti de techniques graphiques pour essayer justement de mesurer en particulier le corps. Et ensuite, j'entrerai dans un domaine qui est particulièrement intéressant, c'est la manière dont la médecine a fait usage de ce qu'on peut appeler les mathématiques, au sens large du terme. Et enfin, un petit aperçu de ce qui se passe peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire la convergence de tout ce que j'aurais tenté d'illustrer à travers le phénomène de l'entrée des big data en médecine. Voilà en gros le menu, et je terminerai par quelques remarques conclusives. Alors, vous voyez, je fais exactement comme cet arpenteur qui est là, je vais chaque fois m'arrêter sur des situations qui, vous allez le voir, eh bien, nous feront osciller entre le passé et le présent. La première des situations, ce que j'illustre avec un seul exemple, parce que le temps est limité aujourd'hui, c'est comment la médecine occidentale a tiré parti des traditions. Et j'aimerais là rappeler, c'est pour ça que j'ai mis cet exemple-là au début, c'est que quand on travaille sur l'inventivité en médecine, il y a quelque chose qu'on oublie. C'est que l'inventivité dans les arts de soins n'a pas attendu la médecine pour se déployer. On peut dire que les arts du soin sont aussi anciens, évidemment, sans doute, que l'humanité. Il y a même des penseurs à la Renaissance qui pensaient que les animaux eux-mêmes étaient dotés de capacités de se soigner.
Et donc, ce que je veux rappeler déjà par le premier exemple que vous allez voir tout de suite, c'est qu'il y a eu une très grande inventivité dans le domaine du soin, dans des traditions que l'on peut dire non médicales. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que certaines de ces traditions non médicales ont percolé par des chemins différents dans le domaine de la médecine ou de la médecine occidentale. On pourrait à partir de là citer énormément d'exemples. Ça va de l'ethnobotanique à la pharmacologie, etc. Mais je me suis arrêté sur un exemple qui est celui de la variole, que je trouve particulièrement intéressant. La variole, ou plutôt la prophylaxie de la variole, a une extrêmement longue histoire et on peut dire qu'elle a vraiment marqué non seulement les individus qui en souffraient, vous allez voir ça tout de suite, mais aussi marqué les cultures. Tout d'abord, commençons par montrer ce que c'est que la variole, parce que je vous rappelle que la variole est considérée comme éradiquée aujourd'hui. Une image assez épouvantable. Celles et ceux qui arrivent à regarder les stéréoscopies en louchant un peu, vous verrez comment ces pustules dessinent un relief assez effroyable sur le visage de cette femme photographiée en 1908 et qui souffrait évidemment d'une forme extrêmement forte, développée de variole. Si je vous montre ça, ce n'est pas seulement pour vous impressionner, vraiment pas du tout même pour vous impressionner, mais c'est pour que vous preniez la mesure des dégâts de cette maladie, de l'impact de cette maladie, puisque dans la plupart des sociétés, et non seulement occidentales, la variole a été considérée vraiment comme un fléau absolu. En particulier parce que la variole défigure, elle fait aussi mourir, mais la variole défigure, et un des effets de la variole, c'est finalement, on pourrait dire, la mort physique parfois, mais aussi la mort sociale de personnes qui sont littéralement défigurées. J'aurais pu vous montrer par l'image le fait, par exemple, qu'au Bénin, aujourd'hui, dans la cosmologie béninoise traditionnelle, on trouve même un dieu de la variole qui s'appelle le dieu Zakpata. C'est un dieu qu'on a, si vous voulez, inventé pour précisément être invoqué pour protéger les gens, et en particulier les jeunes, contre la variole. Mais je ne vais pas prendre le chemin du Bénin, je vais prendre le chemin de la Chine. Figurez-vous que alors, c'est toujours difficile de savoir si on est dans l'histoire ou si on est dans la légende. En tout cas, une histoire et ou une légende raconte que c'est en Chine que l'on a inventé, c'est sans doute faux, mais je vous raconte quand même cette histoire, c'est en Chine qu'a été inventée la variolisation, c'est-à-dire l'inoculation de la variole à des fins de protection. L'histoire raconte qu'au XIe siècle, vous allez voir pourquoi je vous raconte ça, parce qu'évidemment ça va arriver chez nous, c'est-à-dire en Occident. Dès le XIe siècle, la légende raconte qu'un premier ministre qui s'appelait Wang Dang avait perdu un de ses fils de la variole, et comme dans la Chine, visiblement centralisée, beaucoup de choses étaient possibles, il était déjà très centralisé à l'époque, que fait ce ministre? Il convoque les praticiens de toute la Chine, dit le récit, pour mettre au point une prophylaxie contre la variole. Et il se trouve qu'un moine taoïste lui aurait amené une solution. Cette solution, elle consistait dans la chose suivante, c'est de prendre des pustules de variole séchées, de dissoudre ces pustules de variole en poudre, enfin de les réduire en poudre, et de les faire inhaler aux personnes saines. Et semble-t-il, avec cette inhalation de poudre de pustules de variole, on arrivait à prévenir la variole, et en tout cas atténuer largement ses effets. Donc c'est le début, si vous voulez, de la variolisation, et qui fait partie évidemment de toute l'histoire de la vaccination. Ce qu'il y a d'intéressant, vous voyez, c'est que là, on a un ministre chinois, d'après la légende, on a un moine taoïste, on n'a pas vraiment de médecin, mais c'est vrai que la variolisation est arrivée en médecine, et là, c'est juste ce premier exemple de ces importations venues d'ailleurs. Cette technique, qui évidemment s'est raffinée avec le temps, non seulement inhalation des pustules, mais aussi cette technique qui consistait à loger une pustule séchée sous la peau, on dirait aujourd'hui, pour provoquer les mécanismes immunitaires, évidemment pour préserver le corps, mais évidemment à l'époque on n'a aucune idée des mécanismes immunitaires. Cette pratique, elle a voyagé de proche en proche le long d'une route. Cette route, elle est bien connue, c'est une route à la fois économique, bien sûr, c'est aussi une route finalement ici sanitaire qui renvoie à la santé, c'est la route de la soie.
une pratique, en l'occurrence qui était née en Chine, va comme ça percoler tout au long de la route de la soie. Et vous le voyez ici, c'est une représentation comme ça de la route de la soie. Et on arrive évidemment ici, si on suit la route de la soie, eh bien on arrive évidemment sur le pourtour méditerranéen. Et cette tribulation de cette technique, elle s'est en particulier arrêtée en Turquie. Elle s'est arrêtée en Turquie, et en Turquie, eh bien, les femmes, c'était une pratique féminine. Les femmes eh bien, variolisaient leurs enfants. Il y avait plusieurs techniques. Soit on faisait dormir un enfant malade avec des enfants sains pendant une nuit pour essayer, on dirait aujourd'hui pour les immuniser, mais aussi en inoculant, en mettant une petite pustule sous la peau. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est parce que au début du XVIIIe siècle, nous sommes dans les années 1720, on ne va pas regarder les détails de la chronologie, eh bien, il se trouve que cette technique va être repérée. Elle va être repérée par qui? Eh bien, par dans le cercle de l'ambassadeur du Royaume-Uni à Constantinople. Et là, il y a deux récits qui nous sont rapportés. Tout d'abord, le récit de Lady Mary Wortley Montagu, qui elle-même avait souffert de la variole et qui a passé toute sa vie à devoir se maquiller pour cacher les cicatrices de la variole. Et elle rapporte dans ses lettres, c'était la femme de l'ambassadeur, et évidemment elle découvrait évidemment, ce monde turc, et en particulier celui de Constantinople à l'époque, et elle raconte comment les femmes ont développé cette pratique pour préserver leurs enfants. Mais dans cette délégation de Grande-Bretagne, en l'occurrence en Turquie, ou dans l'Empire ottoman encore, eh bien, il n'y avait pas seulement Madame Wortley Montagu, mais il y avait aussi un médecin. Ce médecin, il s'appelle Timonius, il s'appelle Timony, mais on l'appelle Timonius dans la littérature médicale, on latinisait les noms. Et ici, vous avez, vous voyez, on est en 1713, c'est la première trace, en tout cas à ma connaissance, de cette technique dans la communauté savante européenne. C'est une lettre que Emmanuel Timony écrit à la fameuse revue Les Philosophical Transactions. Et là, c'est un peu petit sans doute, mais en gros, il s'est bien documenté déjà. Il explique que c'est une pratique qui vient vraisemblablement d'Asie, qu'on retrouve en Turquie. Et il explique ici comment la coutume, il parle de custom, eh bien, la coutume consiste précisément à faire cette étrange opération de loger une pustule de variole sous la peau des gens pour préserver de la maladie. Le temps est trop court, évidemment, pour vous dire que l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'il va y avoir évidemment énormément de controverses autour de la variolisation, que je résumerai avec, disons, une difficulté, en exprimant une difficulté. D'abord, une difficulté, je dirais, intellectuelle ou même théorique. Comment préserver de la maladie en inoculant la maladie ? À un moment de l'histoire où on n'a aucune idée, évidemment, de ce que c'est qu'un système immunitaire, il y a là une sorte de paradoxe. Donner la maladie pour préserver de la maladie, c'est quelque chose qui fait beaucoup débat à l'époque. Et puis une autre raison, évidemment, beaucoup plus pratique, c'est que l'inoculation de la variole, eh bien, elle peut aussi faire du mal. Il peut y avoir, évidemment, des ratés et des personnes à qui on inocule la variole qui peuvent développer la maladie, donc une maladie qui est induite par l'inoculation. Ces deux éléments-là font que le débat sur l'inoculation de la variole va être un débat d'une densité et finalement parfois même d'une violence absolument incroyable entre les pro-variolisations et les anti-variolisations. Vous voyez, il y a là un lointain écho des controverses actuelles encore sur la vaccination. Mais bon, je dois interrompre cette histoire-là ici, simplement pour vous rappeler que le fait qu'on ait pu inaugurer en 2010, devant le siège de l'OMS, eh bien, une statue, peu importe ce qu'on en pense d'un point de vue artistique, pour fêter le 30e, c'était bien le 30e anniversaire de l'éradication de la variole, grande victoire, c'est quasiment la principale victoire de la santé publique globalisée dont on se targue précisément, on crée des statues pour honorer ce moment, eh bien on le doit à une technique qui serait venue de Chine et que des femmes turques pratiquaient en dehors évidemment de tout contexte médical.
Ça, c'est l'exemple, si vous voulez, voilà, que je trouve assez intéressant, et on pourrait justement les multiplier. Il y a un exemple que j'ai enlevé parce que le temps est limité, c'est la longue histoire de l'aspirine, qui est tout aussi connue que celle de la variole, puisque, comme vous le savez peut-être, l'origine de l'aspirine, c'est l'écorce de saule, et on a évidemment utilisé l'écorce de saule dans des sociétés traditionnelles depuis extrêmement longtemps, et cet usage a été progressivement rationalisé, a donné lieu à des développements de la chimie au XIXe siècle, pour après donner quoi? Eh bien, donner l'aspirine qui a été brevetée par l'entreprise Bayer et que vous avez sans doute chez vous quelque part dans un panier. Première histoire, donc. Deuxième histoire, ou deuxième groupe d'histoires, c'est la manière dont la médecine, et là on retourne au début du XIXe siècle, comment la médecine, d'une manière assez classique, eh bien, a cherché à tirer parti de phénomènes physiques, et même des phénomènes physiques, vous allez voir, extrêmement ordinaires. Je ne peux pas entrer dans tout le détail, bien sûr, de l'histoire de la médecine, mais il faut quand même savoir que le début du XIXe siècle, les historiens disent que ça a commencé déjà dans les années 1750, est le moment d'une très grande transformation de la médecine. C'est là que naît la médecine moderne. Et là, je vous ai mis, juste comme ça, il y a peu de texte dans ces diapositives, deux pivots de cette médecine moderne. Tout d'abord, l'anatomopathologie, c'est-à-dire de pouvoir corréler des maladies avec des lésions sur des organes. Puis le deuxième pivot, qui est corollaire, c'est l'anatomoclinique, c'est-à-dire l'examen attentif des patients quand ils sont encore vivants, si j'ose dire, et une fois qu'ils sont morts, de faire le lien entre ce que l'on observait quand ils étaient vivants et les raisons de la mort que l'on découvre à l'autopsie. Vous voyez que, je ne vais pas faire toute l'histoire évidemment de la médecine, je vais même m'arrêter ici, mais si on revient sur cette question de l'inventivité, il y a une question qui est fondamentale et qui se pose à la médecine, et qui continuera d'ailleurs très longtemps, on va le voir, à se poser à la médecine, c'est comment rendre plus clair, plus lisible, plus transparent le corps humain des personnes qui sont évidemment encore vivantes. Comment pallier l'opacité des corps avant de pouvoir disséquer les personnes vivantes? Ça a été un problème cardinal de la médecine, puisque précisément l'anatomopathologie et l'anatomoclinique est basée, c'est si vous voulez un paradigme qui est basé sur cette corrélation entre organes, lésions et maladies. Donc repérer des lésions avant que la personne meure va devenir évidemment la grande question du diagnostic médical. Et là, l'histoire est aussi connue par donner les gens qui sont cultivés dans ce domaine-là ou qui ont simplement un peu d'érudition dans ce domaine-là, parce que ce que je vous montre est relativement classique du côté de l'histoire de la médecine, mais autant le rappeler. La première stratégie qui a été développée, qui est littéralement ce que j'ai écrit ici, a consisté à tenter de voir avec ses oreilles. Voir avec ses oreilles, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est précisément utiliser le sens de l'ouïe pour obtenir une perception qui, elle, reste visuelle dans l'esprit du médecin de ce qui se passe dans un corps. Et là, il y a effectivement deux jolies histoires à raconter, qui évidemment vont donner lieu finalement au stéthoscope d'aujourd'hui. La première histoire, eh bien, c'est l'histoire de la percussion thoracique. J'aime bien le médecin Joseph Leopold Auenbrugger. Je l'aime bien parce que c'est un médecin qui est très connu dans l'histoire de la médecine, qui est parvenu en quelque sorte à faire une sorte de cocktail entre ses origines, si vous voulez, sociales et en l'occurrence professionnelles, son goût pour la musique et pour le son, et l'exercice de la médecine. Vous l'avez ici, donc là c'est assez rare qu'on représente les médecins avec leurs femmes, donc rien que ça vaut quand même de le montrer. Donc vous avez ici Auenbrugger qui est là avec son épouse. Vous voyez que bon voilà, ils se chérissent tendrement, et entre deux il y a quoi? Eh bien, il y a un ouvrage. Et cet ouvrage, on va le voir, eh bien, c'est la méthode qu'il propose pour se faire une idée claire de ce qui se passe dans la cavité thoracique des individus malades. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça, c'est juste une illustration d'où vient en quelque sorte cette inventivité médicale. Eh bien, en lisant, ça vous trouvez ça très facilement, en lisant un peu la biographie d'Auenbrugger, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il était fils d'aubergiste,
et puis qu'en tant que fils d'aubergiste, il avait appris plein de trucs d'aubergiste, et en particulier une pratique qui est encore courte aujourd'hui, qui consiste à frapper les tonneaux pour pouvoir estimer leur remplissage en vin. Vous frappez un tonneau, s'il sonne creux, il est plutôt vide, s'il sonne plein, il est plutôt plein, précisément. Et Auenbrugger, deuxième élément biographique est très intéressant, Auenbrugger, eh bien, c'est un fondu de musique, donc vraiment, il va jouer d'ailleurs un rôle dans l'histoire de la musique classique, puisque en 1781, il va même rédiger un livret pour un opéra comique de Salieri. Salieri, vous savez, c'est un petit peu l'ennemi de Mozart, comme en tout cas les films hollywoodiens l'ont mise à l'honneur. Mais donc vous avez là un fils d'aubergiste qui est un amateur de musique, et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va justement opérer une transposition. La transposition, eh bien, elle est écrite ici dans l'ouvrage. Alors ici, vous avez l'ouvrage, évidemment, dans la peinture, mais ici, vous le voyez plus clairement. Alors moi, je ne suis pas latiniste, mais il vaut la peine de s'arrêter sur le titre latin de cet ouvrage. Tout d'abord, c'est une invention, inventum. Novum, c'est une invention qui est nouvelle. Et après, si vous regardez là, eh bien, en quoi consiste cette invention? Eh bien, elle consiste à percuter la partie thoracique des êtres humains pour pouvoir produire ud segno, pour pouvoir produire des signes de l'intérieur caché de cette cavité. Et donc maintenant, quand vous irez chez votre médecin et puis qu'il vous tapotera comme ça sur le dos, en particulier, sur la cavité thoracique, eh bien vous essayerez de comprendre comment il va utiliser la technique inventée par Auenbrugger, fils d'aubergiste, pour essayer de donner une évidence perceptive à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Inventer, ce n'est pas seulement juste trouver le truc, c'est aussi finalement théoriser, si j'ose dire, à partir de cette sorte d'argutie et de cet élément inventé. Et c'est bien ce que fait Auenbrugger dans l'ouvrage qui va rester le grand ouvrage de sa vie, qui va être évidemment traduit dans pas mal de langues, dont en français. Ici, vous avez l'édition de 1808 sous les yeux. Il a été traduit comme « Nouvelle méthode pour reconnaître les maladies internes de la poitrine par la percussion de cette cavité ». Alors, on ne va pas entrer dans le détail du travail d'Auenbrugger, mais qu'est-ce qu'il a essayé de faire, Auenbrugger? Eh bien, tout son traité consiste à établir une corrélation entre un geste technique qui émet un élément perceptif et l'analyse du signe, enfin l'analyse finalement de la pathologie que le signe, évidemment, signale, si j'ose dire. Et là, je vous donne un exemple. Vous voyez, au début, il commence par les bases. Bon, j'adore ça, je ne suis pas obligé de faire partager ma passion à tout le monde, mais quand même, il commence par les bases et il dit « Lorsqu'on frappe la poitrine d'une personne en santé, elle résonne. » Vous voyez? Lorsqu'on frappe la poitrine d'une personne en santé, cette poitrine résonne. Et puis après, il apprend donc aux médecins qui veulent le suivre la technique. On rapprochera exactement deux doigts les uns des autres et on les allongera ensuite et l'on frappera avec leur pointé lentement et doucement. Après, il y a toute une série d'histoires. C'est bien de mettre quand même un tissu entre la peau et les doigts parce que sinon, on peut être encombré par le claquement des doigts sur la peau, comme quand on fait comme ça, ce qui gêne évidemment la perception de l'écho de la cavité thoracique. Et évidemment, alors c'est des pages et il explique par exemple ici, plus le son d'une partie du thorax est obscur et approche de celui de la chair frappée, plus la maladie est grave. Donc moins vous entendez d'écho, plus la cage thoracique, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur et en particulier les poumons, est plein, plus ça signe une maladie. Donc vous voyez, ça c'est un exemple qui est très important mais il n'est pas seulement anecdotique. Il n'est pas anecdotique, pourquoi? Parce que c'est dans la filiation de Auenbrugger, donc, qui écrit à la fin du XVIIIe siècle, qu'évidemment, eh bien, on va tenter de perfectionner cette technique. Et la personne, le grand médecin, qui a précisément il a réalisé le perfectionnement de cette technique, eh bien, c'est Laennec, le fameux inventeur du stéthoscope. Et là, c'est assez intéressant, vous voyez, Laennec a lui-même mis en récit son invention, il a mis en récit pour le thème de ce soir l'ingéniosité qui le caractérisait pour trouver cette technique. Et dans ce texte que je ne vais pas lire, mais que vous pouvez découvrir là devant vous, eh bien, il explique d'abord une situation. On est en 1816,
il doit ausculter, enfin, il doit observer une jeune personne. Il se trouve qu'elle est femme et un peu ronde. Donc la décence empêche la palpation, et le fait qu'elle ait un peu d'embonpoint empêche aussi de pouvoir, de pouvoir percevoir l'intérieur, en particulier de sa cage thoracique, en appliquant l'oreille sur son thorax. Et là, donc Laennec est son propre historien, il explique qu'il a eu tout à coup un souvenir qui est un souvenir de phénomène physique, c'est que lorsqu'on lâche une épingle au bout d'une poutre et qu'on pose son oreille à l'autre bout, même si l'épingle est très petite et la poutre très longue, eh bien, on entend distinctement l'épingle tomber sur la poutre. Vous pouvez essayer avec les rails de chemin de fer, mais je vous le déconseille, c'est un peu dangereux. Mais ce qui est intéressant, c'est que Laennec dit « je vais essayer d'utiliser le même phénomène physique pour développer un instrument ». Et la première version du stéthoscope, eh bien, ça a été, comme l'explique Laennec, en tout cas c'est son histoire, ça va être un cahier roulé. Il prend un cahier, il le roule comme un tuyau, et c'est ce cahier roulé qu'il va appuyer sur la poitrine de cette jeune femme, cette jeune personne, à la fois femme et un peu enrobée, et il va, dit-il, entendre distinctement le rythme de son cœur, enfin son cœur, le rythme de son cœur, mais surtout l'écho du rythme de son cœur, enfin du cœur, dans la cage thoracique. Évidemment, Laennec va perfectionner cela, eh bien, ça va donner évidemment toute l'histoire des stéthoscopes dont on va évidemment varier la forme pour faire quoi? Eh bien, pour optimaliser la perception phonique de l'intérieur du corps qui se met à résonner, en particulier, évidemment, grâce au bruit et au mouvement du cœur, hein, cœur-corps. Et là, vous avez simplement, vous voyez, une série de stéthoscopes qui sont les stéthoscopes de Laennec lui-même, qui sont aujourd'hui au musée. Et je vous rappelle, par exemple, c'est assez intéressant, vous voyez, celui-ci qui est là, il est assez intéressant parce que c'est le même qu'utilisent encore aujourd'hui les sages-femmes pour ausculter précisément, voir avec les oreilles, eh bien, l'intérieur des ventres des femmes enceintes. Mais l'autre élément qui me paraît quand même important d'apporter, c'est que l'instrument, comme ça a beaucoup été montré dans l'histoire de la médecine et l'histoire du stéthoscope en particulier, c'est que cet instrument, ça ne va pas simplement être une manière de faire un peu mieux que ce qu'on pouvait faire sans l'instrument. Cet instrument va profondément reconfigurer la maladie, ou les maladies, et une en particulier, qu'on appelait à l'époque la phtisie. Comme l'ont montré les historiens, en particulier, si vous voulez un nom, c'est Olivier Faure qui a fait une très belle synthèse de cette histoire-là, eh bien, il nous raconte que pendant très longtemps, en particulier jusqu'au début du XIXe siècle, eh bien, une maladie était parfaitement répertoriée et documentée. Elle a aujourd'hui disparu de notre vocabulaire. On appelait ça la phtisie. La phtisie, c'était quoi? Eh bien, c'était de la toux, c'était des crachats de sang, c'était des douleurs thoraciques, c'était toute une série de symptômes qu'exprimait un patient. Et là, pour la faire courte, si vous me permettez, eh bien, le fait d'appuyer ce nouvel instrument sur le corps et de repérer la maladie sous la forme justement des cavernes qui font résonner l'intérieur du corps par l'entremise du stéthoscope, eh bien, va contribuer à transformer cette pathologie qu'on appelle la phtisie, qui a disparu justement des manuels, et ont participé à l'invention d'une autre maladie ou à la transposition vers une autre maladie qui va être précisément la tuberculose. La tuberculose, qui dans le cas de la tuberculose pulmonaire est précisément caractérisée par l'apparition de cavernes pulmonaires, en quelque sorte soutenues par des tubercules, comme vous le voyez ici dans cet ouvrage fondamental ou séminal de Laennec. Et donc une maladie comme la phtisie, qui reposait essentiellement sur des symptômes que le malade exprimait, comme explique Olivier Faure, eh bien, va être redéfinie à travers la perception que le médecin en a à travers son instrument. Et donc la tuberculose pulmonaire va remplacer la phtisie et va être définie finalement par une altération matérielle d'un organe qu'on appelle le poumon, et une altération matérielle qui fait quoi? Eh bien, qui est perceptible à l'oreille et à la perception du médecin qui peut en faire précisément le diagnostic. Voilà pour cette histoire. Alors, autre histoire, je vous ai dit déjà tout à l'heure, c'est que
la question donc de l'opacité du corps a été vraiment le grand problème, en gros, de la médecine occidentale, donc cette nécessité de percevoir le corps vivant malade avant que la personne ne décède. Maintenant, là, je vous raconte une histoire très connue sur laquelle je vais pouvoir aller finalement assez vite. C'est que la deuxième grande innovation, ça a été d'utiliser des rayons invisibles pour rendre visible le corps. C'est bien entendu toute l'histoire des rayons X. Et là encore, ce qui est intéressant, de nouveau un exemple, ça va devenir lassant, de nouveau un exemple de transposition. Ce n'est pas les médecins qui ont inventé ou découvert les rayons X, ça s'est fait dans un tout autre contexte. Ce contexte, c'est celui de la physique, en l'occurrence, on peut dire européenne, entre l'Angleterre surtout et la France, la physique qui va s'intéresser de plus en plus à une partie qui échappe à la perception commune, c'est-à-dire toute une série de rayonnements, mais voire même d'ondes, qui échappent à la perception directe. Et ici, vous avez un individu qui n'était pas du tout un médecin, qui était William Crookes, qui avait une très belle moustache et une très jolie barbe, vous voyez, finement taillée. Et William Crookes, il est très connu parce qu'il avait mis en tant que physicien, il avait mis au point un appareil, un dispositif technique qui était celui-là, qui était ce qu'on appelle finalement un tube à décharge ou un tube de Crookes, et il avait effectivement mis en évidence un problème physique qui était très intriguant à l'époque, c'est que lorsque ici on met du courant à la cathode et à l'anode, avec évidemment des générateurs, je ne rentre pas dans le détail, etc., eh bien, il y a dans un tube qui est vide, eh bien, il y a un phénomène assez intéressant qui se passe. Il y a un rayonnement qu'on ne voit pas, mais qui est suffisamment puissant pour faire en sorte que cet obstacle qui est là, avec cette forme de croix, eh bien, cet obstacle qui est là est projeté sur le derrière, ici, sous la forme du nombre. C'est la découverte, si vous voulez, physique des rayons X. Ce qu'il y a d'intéressant, bon là c'est juste pour l'anecdote, je fais juste une petite parenthèse, c'est que William Crookes a aussi un autre chapitre qui m'a beaucoup intéressé, c'est que William Crookes, il est intéressé par les rayons invisibles, mais aussi par plein de phénomènes invisibles. Il était en particulier très actif dans les milieux spirites et il avait cette conviction qu'il y avait des modes d'existence invisibles de gens qui peuplaient finalement notre environnement. Vous le voyez là avec son ami Cathy King, qui avait ceci de particulier d'être un fantôme. Mais bon, je referme la parenthèse pour voir que ces gens-là avaient vraiment des passions qui débordaient évidemment leurs seuls achèvements scientifiques. Quand on s'intéresse à l'invisible, on s'intéresse, je dirais, dans tout le spectre de son existence à l'invisible. C'était le cas de Crookes. Et évidemment, tout le monde connaît cela. C'est que Röntgen, avec évidemment un mélange de hasard et d'attention, on y reviendra peut-être, eh bien, lui va faire quelque chose de très intéressant. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va repérer qu'il y a quelque chose qui sort du tube de Crookes, et puis que cette chose qui sort du tube de Crookes a une étrange caractéristique, ou en tout cas une étrange vertu, c'est celle de pouvoir traverser des obstacles et de pouvoir projeter des images de l'obstacle à l'extérieur donc du tube de Crookes, et des obstacles dont la nuance devient une nuance que l'on peut dire ici radiographique. Ici, vous avez l'image que tout le monde connaît, qui est devenue iconique, qui est, il y a Röntgen ici, mais surtout la fameuse main de Bertha Röntgen, qui est finalement la première photographie d'une projection radiographique qui avait été faite grâce à la lampe de Crookes, avec laquelle le physicien Röntgen travaillait. Et là, je vous ai mis sa publication, mais essentiellement pour attirer votre attention sur la date. Röntgen publie sa découverte, la rend publique dans la communauté scientifique en 1895. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que là aussi, c'est avec une vitesse incroyable et avec beaucoup d'inventivité, on devrait presque dire de surinventivité, que la médecine va s'emparer de cela. Premier usage, vous voyez, on est 2 ans après la publication scientifique de Röntgen. Ce n'est pas beaucoup, 2 ans, hein, et on est là à la fin du XIXe siècle. Et dans ce numéro de l'Illustration, qui est vraiment un journal finalement assez cultivé, mais assez grand public, eh bien, on découvre cette étrange machine qui est le chercheur de projectiles.
On est 2 ans après la publication de Röntgen, je viens de le dire, et il y a effectivement des chirurgiens qui se sont très vite emparés du dispositif de Röntgen pour en faire un outil chirurgical. C'est le temps des guerres, c'est aussi le temps où les guerres changent de forme, on utilise de plus en plus de fusils, il y a de plus en plus de balles, bientôt ça va être les grenades avec tous les phénomènes de fragmentation, et c'est vrai que les soldats sont de plus en plus blessés par des éclats. Et la chirurgie militaire va évidemment chercher à opérer tous ces nombreux blessés de guerre qui ont reçu des éclats partout dans le corps, ici en l'occurrence dans la tête. Donc, ils ont besoin d'un chercheur de projectiles. Eh bien, les médecins vont donc s'emparer de cette invention. Ils vont ici, vous voyez sur l'image, c'est juste un zoom, ils vont prendre ici 2 tubes de Crookes, il y avait de l'électricité qui arrivait ici. Vous avez les rayons X qui traversent le crâne de cette personne et qui sont recueillis ici sur une toile préparée avec un mélange de fluor, je ne connais même pas les détails, mais avec l'image radiographique de la tête de cet individu qui va se projeter là, et vous avez le médecin qui va pouvoir localiser les projectiles, puisque c'est un chercheur de projectiles, pour pouvoir optimaliser l'intervention chirurgicale, ouvrir au bon endroit et, si possible, retirer le projectile avec le moins de dégâts possible. Donc vous voyez, là, la transposition elle est assez intéressante, elle a pris juste 2 ans. Ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est qu'on peut dire, d'une manière un peu cavalière, c'est que tout se passe comme si la chirurgie, c'est ce que j'ai écrit sur la diapositive, la chirurgie n'attendait que ça. Il y a une technique qui apparaît, et avec une fulgurance inouïe, eh bien, elle pénètre le monde médical, simplement parce que le monde médical butait contre un obstacle, là en l'occurrence l'opacité du corps pour le chirurgien qui doit en l'occurrence ici aller chercher des projectiles. Juste illustration, là c'est vraiment la longue histoire mais qui se répète un petit peu, cette technique-là va avoir évidemment une importance majeure dans la médecine et en particulier la chirurgie militaire dans la Grande Guerre, puisque à l'initiative aussi de grands personnages comme Marie Curie, eh bien, on va comme ça, c'est un dispositif qui est extrêmement léger, assez facile, mais avec une très grande efficacité. On va ainsi équiper des voitures qu'on appelait des équipages radiologiques, ou bien qu'on appelait communément ou familièrement des petites curies de Marie Curie. Eh bien, vous voyez, on est dans la guerre et vous avez ces équipages radiologiques ou ces petites curies qui sont sur le front. Et ici, vous en avez une en action, où vous voyez là, en tout cas, vous arrivez à deviner comment ce soldat, il a peut-être posé pour la photographie, c'est difficile pour un photographe d'arriver au moment d'une vraie opération, mais comment ce soldat va être opéré aussi d'un éclat d'obus, voire d'une réduction de fracture, sous X, en quelque sorte, avec le médecin qui va pouvoir regarder directement sous les rayons X, concrètement, l'opération qu'il est en train de faire. Une opération sous X. Alors là, rapidement, ce qui est intéressant, je suis obligé, je vais faire quelques remarques générales. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est par cette technique importée de la physique, mais aussi importée des physiciens, que la médecine et l'image sociale de la médecine va devenir l'image sociale d'une médecine technique, technicisée. On peut dire qu'avant, si vous voulez, pour aller vite, avant les rayons X, il y a assez peu d'instruments de haute technicité dans le domaine médical. On a parlé là de stéthoscope, bien sûr, il y a des instruments chirurgicaux en particulier, bien sûr, il y a des substances, mais les rayons X marquent un moment qui est celui, disons, du début de la technicisation de la médecine, où des dispositifs relativement complexes, en tout cas pour l'époque, eh bien, font leur apparition et se généraliseront très vite dans le domaine médical. Je l'illustre, vous voyez ici, vous avez toujours 1897, donc vous voyez, on est toujours 2 ans après la publication par Röntgen de sa découverte. Eh bien, ici, on est dans un catalogue qui est Massiot-Philips, donc Philips, c'est les mêmes de l'électronique d'aujourd'hui, qui, dans un catalogue, eh bien, montre l'efficacité d'une machine à rayons X, avec le générateur ici, les lampes de Crookes, l'individu qui est là, il est traversé par les rayons, et ici, vous avez le médecin qui peut avoir, évidemment, un regard tout à fait clair sur l'intérieur de ce corps humain. Mais l'image que je trouve jolie, c'est celle-là, ou plutôt intéressante, c'est qu'autour des années 1900, ce document n'est pas daté, eh bien, on voit à la même scène, pour vanter les merveilles de la science, c'est les merveilles de cette médecine qui s'est technicisée, une médecine technique, donc qui recourt à des instruments sophistiqués, une fois encore, venus d'ailleurs, venus de la physique.
est venu finalement des physiciens, mais aussi évidemment des techniciens. Et juste pour l'anecdote, pour vous montrer à quel point l'histoire des techniques, c'est aussi une histoire culturelle, vous le savez peut-être, la technique médicale a aussi percolé dans des domaines assez particuliers, en particulier la chaussure. Et avant qu'on... C'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant du point de vue historique, l'histoire culturelle aussi de la médecine. Eh bien, avant qu'on soit complètement au clair avec la toxicité des rayons X, eh bien, on a mis des rayons X à peu près partout, on en a mis dans les douanes pour voir ce que les dames avaient sous leurs jupes ou ce qu'il y avait dans les valises, etc. Mais ça a percolé aussi eh bien, du côté de la chaussure. Et ici, vous avez un petit film que je n'ai pas le temps de vous passer en entier. Vous voyez ici un petit garçon qui arrive, et il arrive chez Bally, figurez-vous, c'était de la publicité de Bally, qui est un mélange entre la publicité pour les chaussures et une sorte de petit traité d'orthopédie pour les mamans et les gens qui s'occupent des enfants. Ce petit garçon qui est là, et puis voilà, et donc il est là, on explique comment il faut avoir des bonnes chaussures pour bien soigner, pour tout soutenir le pied pendant la marche. Et à la fin, évidemment, la meilleure preuve que la chaussure va super bien, c'est de le mettre sous X, lui aussi, pour que l'on puisse voir, vous voyez, vous l'avez vu ici, les sous X, et pour voir si la chaussure sied bien à ses os. Et ici, vous avez donc ici à gauche le pédoscope ou le podoscope selon les applications. Donc, mais cette histoire-là, vous voyez, elle n'est pas complètement anecdotique puisqu'elle nous renseigne, elle nous renseigne sur une partie, un chapitre d'une histoire culturelle de la technicisation de la médecine qui va contribuer finalement au triomphe de la médecine qui va littéralement exploser, en particulier au XXe siècle. Mais l'histoire, évidemment, comme vous le savez, des rayons X ne s'arrête pas là. Les rayons X ne vont pas seulement transformer la manière de vendre des chaussures chez Bally, d'ailleurs rue de Bourg à Lausanne, parce que l'Institut de radiologie a récupéré un pédoscope qui venait de Bally, Lausanne. Les rayons X vont aussi complètement modifier de manière sensible la santé publique, puisque de Röntgen, on en arrive à des questions de santé publique. Ici, vous avez des images des années 50 où va exploser le dépistage de la tuberculose par radiographie. Et moi qui suis plus vieux que la plupart d'entre vous, je me souviens très bien qu'il y avait le petit bus radiologique qui venait faire les radiographies dans les villages, etc., etc. Donc ici, vous avez la tuberculose. Et ici, vous avez déjà, en 1955, le cancer du sein, le dépistage du cancer du sein qui se faisait lui aussi sous X, avec des mesures donc, de santé publique qui consistaient à balader sur le territoire, eh bien, non pas les petites curies comme dans la Deuxième Guerre mondiale, mais des sortes de nouvelles petites curies dont le but n'était pas d'opérer les blessés, mais de repérer les développements des maladies, en particulier les maladies qui s'expriment, que l'on arrive précisément à visualiser à travers les rayons X, deux grandes évidemment maladies qui sont les cancers, cancer du sein en particulier, et la tuberculose. Et encore aujourd'hui, vous voyez, c'est toujours là, les rayons X sont omniprésents dans la prévention pour la simple bonne raison que c'est une manière, on va dire, relativement économique, au sens un peu flou du terme, j'en conviens, mais une manière relativement économique de visualiser très tôt les développements d'une éventuelle maladie chez les personnes pour pouvoir les prendre en charge extrêmement tôt. Donc, vous voyez, ça, c'était les quelques exemples sur cette transposition à la fois de phénomènes physiques et de dispositifs techniques du côté de la médecine. Donc, ni les inventeurs, ni les découvreurs des rayons X, ni les techniciens qui faisaient les lampes de Crookes, tout cela n'étaient pas des médecins, ils n'étaient pas sous contrat avec des médecins. Jamais un médecin avait demandé le développement d'un projet de recherche comme on le ferait aujourd'hui sur ce développement-là. C'est là, par contamination, cette curiosité médicale pour les phénomènes physiques, cette sorte d'appétit, d'incorporation qui caractérise la médecine, où finalement la médecine est vraiment un domaine qui est très poreux par rapport à l'importation de choses qui sont faites ailleurs. Autre exemple, c'est là tiré parti ça c'est très connu, mais je vous le montre quand même,
c'est tiré parti de... Enfin, très connu par les gens qui sont intéressés en particulier à l'histoire du cinéma, à l'histoire de la photographie, etc. C'est comment des médecins, mais cette fois pas des médecins cliniciens, des médecins-chercheurs, en particulier dans le domaine de la physiologie, eh bien, ont tenté, enfin non seulement ils ont tenté, mais ils y sont parvenus, ils ont tiré profit de techniques qui sont développées ailleurs, et c'est en particulier les techniques, on va dire, graphiques et les techniques photographiques. Comment les techniques graphiques et photographiques ont reconfiguré le domaine médical, mais là sous l'angle de la recherche et de la recherche en physiologie. Comme vous le savez peut-être, juste quelques éléments de contexte, c'est seulement, entre guillemets, au milieu du XIXe siècle que la médecine scientifique commence vraiment à asseoir son autorité, en particulier à travers des personnages comme Claude Bernard, qui va d'ailleurs inventer cette belle expression de la médecine de laboratoire. Il parle de la médecine de laboratoire, c'est-à-dire on peut faire de la médecine à travers des expériences de laboratoire qui, pour Claude Bernard, sont des expériences de physiologie avec beaucoup d'études sur l'animal, le lapin en particulier, etc. etc. Je n'entre pas dans le détail de ce grand bonhomme qu'était Claude Bernard. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans la filiation de cette médecine qui se veut de plus en plus scientifique, Claude Bernard appelle au développement d'une médecine beaucoup plus scientifique, eh bien, va se développer à la fin du XIXe siècle eh bien, une autre tradition, une tradition complémentaire dans le domaine de la physiologie. C'est ce que j'ai appelé ici le tournant de la mesure. Les physiologistes ne vont plus faire qu'observer des phénomènes, en particulier chez les animaux, pour pouvoir transposer leurs conclusions sur le métabolisme ou la physiologie humaine, mais va se développer vraiment toute une sorte de passion et beaucoup de pratique autour de la mesure des corps, une mesure des corps qui doit donc servir une sorte de nouvelle physiologie. Et pour reprendre le héros de ce développement, en tout cas il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier qui est extrêmement connu, c'est Étienne Jules Marais. Et pour Étienne Jules Marais, eh bien, faire de la physiologie, eh bien, c'est, comme c'est écrit ici, étudier le mouvement dans les fonctions de la vie. Donc à la fin du XIXe siècle, la question de l'étude du mouvement devient fondamentale pour la recherche médicale sous l'aspect de la physiologie. Et la question qui va être posée, évidemment, c'est comment saisir le mouvement. Comment saisir le mouvement? Et vous allez voir que cette question-là va donner lieu à des importations tout à fait intéressantes de la photographie et aussi des balbutiements du cinéma qui se situent à la même époque grâce à des personnages comme Étienne Jules Marais et d'autres. Alors je vous montre deux séries. La première, c'est toujours sous l'aspect du mouvement dans les fonctions de la vie. Et ça, c'est assez connu, c'est comment est-ce qu'on a essayé de rendre compte des mouvements du corps qui échappent à la perception sensible que l'on peut en avoir. Et vous allez voir que deux éléments. Premier élément, c'est que la physiologie de la fin du XIXe siècle est caractérisée, parce que la philosophe Isabelle Stenger s'appellerait une volonté de faire science, qui va de nouveau emprunter à la physique une partie de ses méthodes. Je vous montre deux exemples que je trouve assez intéressants. Ici, c'est ce que Galilée déjà avait fait au XVIIe siècle, puisque lorsqu'il étudie les satellites de Jupiter qui deviendront les Médicéennes, il va faire quelque chose de tout à fait intéressant, c'est qu'il va faire des mesures, jour après jour, patiemment des mesures, et dans cette jolie recomposition que l'on doit au Musée d'histoire des sciences de Milan, on voit que Galilée invente une technique très intéressante, c'est comment construire des mouvements à travers des mesures successives. Et là, vous voyez, c'est un flip chart, c'est un flipbook, si vous voulez, des pages même de Galilée, qui, lorsqu'on les met bout à bout, eh bien, donne le film des mouvements des planètes, enfin des satellites de Jupiter autour, justement, de Jupiter. Encore plus clair, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, Galilée va faire exactement la même chose plus tard, en 1623, vous allez voir pourquoi je vous raconte ça, avec les taches solaires. Il va, jour après jour, parfois il ratera un jour parce qu'il était peut-être des fois occupé, mais jour après jour, il va repérer la position de ces espèces de maculas qu'il observait sur le Soleil, ou pour mieux dire, sur la projection du Soleil à travers une lunette et récupérée par une feuille de papier. Il prend sa plume et il dessine où sont les traces
où sont les traces de ces maculas, ces taches, et il va donc faire un livre. Vous pouvez le consulter ici dans notre très bonne bibliothèque Cantelin de l'universitaire. Il y a un exemplaire original. En fait, il invente lui aussi le flipbook. Enfin, il continue si vous passez en vitesse toutes les pages de cet ouvrage-là, qui sont traitées sur les taches solaires, eh bien, vous voyez les taches solaires qui commencent à tourner comme un film. Je n'entre pas dans l'histoire des taches solaires. C'est une très grande histoire, parce qu'à l'époque, il y avait une très grande controverse pour savoir si ces taches, elles étaient au cœur même du Soleil ou si c'était des phénomènes atmosphériques du Soleil qui seraient restés purs. Très grande polémique à l'époque. Mais où c'est intéressant, c'est que déjà au temps de Galilée, il y a des médecins qui veulent, eux aussi, prendre le chemin de la mesure. Parmi ces médecins qui veulent prendre le chemin de la mesure, un individu dont j'adore le nom, qui est assez répétitif, il s'appelait Sanctorio Sanctorio, dans le domaine médical, Sanctorius Sanctorius. Donc il a le même nom, quelqu'un s'appelait Jacques Jacques, etc. Et pourquoi je vous montre cette image, c'est très intéressant, c'est parce que c'est un médecin galiléen, et je ne vais pas m'appesantir sur son cas, mais c'est un médecin galiléen qui pense effectivement que la médecine doit prendre le chemin de la mesure, et il va inventer cette étrange chose ici. C'est une chaise balance, avec l'idée que pour comprendre le fonctionnement du corps humain, il fallait mesurer tout ce que le corps humain ingérait et mesurer tout ce que le corps humain rejetait. Et avec le différentiel entre ce qui est absorbé et rejeté, il pensait, et il avait raison, pouvoir produire quelques hypothèses sur le métabolisme du corps humain. Donc c'est un petit peu ce Sanctorius Sanctorius qui était vraiment un médecin très galiléen, en gros un médecin physicien. Autre inspiration qui va arriver beaucoup plus récente, celle-là, et qui va beaucoup féconder en gros le travail des physiologistes de la fin du XIXe siècle, c'est ce qu'on fait en astronomie. En astronomie, où là je vous ai juste montré une petite séquence d'images que l'on voit à Janssen. Comme vous le savez peut-être, Janssen est resté dans l'histoire à la fois des sciences, mais de l'astronomie en particulier, mais aussi dans l'histoire des instruments scientifiques, parce qu'il a développé un revolver photographique. C'est quoi un revolver photographique? Eh bien, c'est un appareil photographique que l'on arrive à pointer sur un phénomène, et il fonctionne comme un revolver, sauf que plutôt qu'il y ait des balles dans le barillet, eh bien, il y a des plaques photographiques sensibles, et donc le revolver photographique de Janssen va lui permettre en particulier de saisir des phénomènes qui étaient extrêmement difficiles à saisir. En particulier, ici, vous voyez, c'est le passage de Vénus devant le Soleil, et nous sommes en 1874, et ça a été publié en 1875. Aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, c'est pas très compliqué, on a recomposé les images de Janssen, et là, vous voyez que c'est un bout du Soleil, et vous voyez ici Vénus qui traverse finalement le Soleil, une éclipse de Soleil par Vénus que Janssen a pu photographier avec son appareil. Mais on n'est pas là pour parler d'astronomie, on est là pour parler de médecine, et c'est ces éléments-là qui vont tout de suite inspirer avec une rapidité très très grande un physiologiste qui est Étienne Jules Marey. Vous avez Étienne Jules Marey qui va perfectionner un peu le dispositif de Janssen en inventant et en perfectionnant lui-même un fusil photographique. Et ce fusil photographique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un appareil photo, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est devenu complètement commun. J'entends, c'est avec le comment est-ce qu'on appelle ça déjà quand les rafales. C'est un appareil photo à rafale, mais qu'on peut vraiment pointer sur des phénomènes. Alors là, je vous montre. C'est assez intéressant. Ici, vous avez Étienne Jules Marey. À moins que ce soit un condisciple, parce que c'est difficile de le reconnaître, je ne crois pas que ce soit un condisciple, je crois que la photo est de Jules Marey, mais en gros, il est en 1882 à Naples, et puis il se balade avec son fusil photographique, et il va faire plein de choses avec ce fusil photographique. Il va en particulier tenter de décrire des mouvements difficilement perceptibles à l'œil nu, qui est le détail des mouvements des animaux. Ici, vous avez le vol des oiseaux en particulier. Et ici, c'est assez intéressant, alors qu'il est à Naples, il va faire une petite démonstration qui a été recomposée par la suite, mais une petite démonstration de l'efficacité, de l'efficacité de son... une démonstration de l'efficacité de son fusil photographique, puisque ici, j'aimerais bien que ça redémarre, il photographie avec son fusil une vague, simplement une vague, qui s'écrase sur les rochers de Naples. Avec cette volonté de démontrer
que son fusil photographique permet une décomposition du mouvement qui intéresse le savant Étienne-Jules Marey et qui va intéresser le physiologiste Étienne-Jules Marey. Et là, on arrive à des images que vous connaissez sans doute. Étienne-Jules Marey, dans les années 1890, eh bien, va installer, je crois que c'était dans le bois de Boulogne, ce qui s'appelle une station physiologique, où il s'agissait là de mobiliser, en l'occurrence c'était souvent des militaires, pour leur faire des choses avec leur corps et pouvoir les photographier, mais d'une manière séquentielle, pour décrire le mouvement humain. Ça donne ces images assez connues aujourd'hui. Donc ici, vous avez le photographe Albert Londres, qui a une longue tradition de photographe dans le domaine médical. Là, vous avez Étienne-Jules Marey. Là, vous avez un Troufion qui est nu, en l'occurrence, pour bien qu'on le voit, mais on les habillait aussi de différentes manières, en faisant des contrastes entre le noir et le blanc. Et vous voyez que le mouvement de ces personnages-là, qui traversaient le champ de l'image dans ces stations physiologiques, eh bien, était complètement décomposé, des mouvements qui se traduisaient en des courbes géométriques, qui intéressaient beaucoup Étienne-Jules Marey, qui travaillait justement sur une sorte de physique de ce qu'il appelle la machine humaine, décrire le mouvement de manière plus précise. Ici, vous avez un saut. Et ici, évidemment, dans l'histoire du cinéma, on ne s'est pas privé de remonter les images d'Étienne-Jules Marey. C'est un peu fort, mais vous voyez ici ces images-là. Je vais juste enlever le son. Ça ne marche pas. Des images qui recomposent ces mouvements de l'homme, mais ce qu'il y a d'intéressant, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que pour Étienne-Jules Marey, ce n'est pas les films qui l'intéressaient, mais c'était précisément la séquence des images, et là on est bien obligé de faire cet effort, qui l'intéresse passionnément, parce qu'il pense qu'on va innover dans le domaine de la physiologie en faisant des descriptions mesurées, comme vous le voyez ici, mesurées des mouvements de l'homme. Étienne-Jules Marey, il est aussi à l'origine d'un instrument. Donc des fois, vous voyez, on importe d'autres domaines, mais on développe aussi des instruments. Le deuxième, il y a un instrument qui est très connu, qu'a perfectionné Étienne-Jules Marey, c'est le sphygmographe. Le sphygmographe qui est en fait l'ancêtre de ce qu'on pourrait appeler, pas l'électrocardiogramme, mais finalement le sphygmographe, c'est-à-dire l'usage d'un instrument pour donner une évidence beaucoup plus claire aux pulsations cardiaques, en gros, ce que peut faire votre smartwatch aujourd'hui. J'aimerais juste, peut-être, parce que là, le son est extrêmement fort, je vais peut-être tenter de le diminuer. Voilà. Et ici, vous avez donc, je vous montre juste le début, une petite démonstration de ce sphygmographe qui a été fait par des passionnés de l'histoire d'Étienne-Jules Marey. Donc, ce sphygmographe consiste donc, ici, vous voyez, à percevoir tout d'abord le mouvement du pouls, à le traduire par un petit appareil qu'a inventé Étienne-Jules Marey, mais il en a inventé plusieurs, à l'amplifier et faire en sorte que cette amplification puisse venir s'inscrire ici sur un tracé qui va devenir mesurable. En gros, vous voyez qu'il invente à sa manière, même si la technique va être différente, par exemple l'électrocardiogramme, sauf que ce n'était pas un électrocardiogramme, on pourrait dire un physico-cardiogramme. Alors, cet élément-là peut paraître, encore une fois, anecdotique, mais c'est un élément qui va être promis à une très grande fortune. Une très grande fortune, pourquoi? Eh bien, c'est la très grande fortune des corrélations physiologiques. Ici, vous avez un étrange accoutrement, nous sommes dans les années 30, dans un traité d'Adolphe Levy, et dans ce traité, eh bien, de quoi s'agit-il? Vous voyez qu'il s'agit d'étudier la physiologie des hauts climats, la physiologie de l'altitude qui intéresse beaucoup les physiologistes, comment est-ce que notre physiologie est modifiée lorsque l'on va en altitude. Et cet étrange accoutrement, si vous voulez, c'est l'ancêtre, si vous voulez, des smartwatches. Pourquoi? Parce que cet accoutrement technique permettait de mesurer toute une série de choses. Ici, la vitesse du vent, ici, évidemment, la respiration, mais aussi un sphygmographe, ici, pour le rythme cardiaque et la tension artérielle. Et ce que ça donnait, c'était ça, c'est-à-dire la possibilité de corréler
la physiologie d'un corps avec ce que ce corps fait. Là, en l'occurrence, ça intéressait beaucoup les gens, c'est monter en altitude. Je ne vais pas rentrer dans les détails du contexte, mais on s'intéresse beaucoup dans ces années-là à la question du corps en altitude. Il ne faut pas oublier que les avions commencent à voler et qu'on a encore beaucoup de questions sur la transformation du corps en altitude. Et donc, c'est ce que j'ai déjà dit à 2 reprises, eh bien, des gens comme Étienne Jules Marais, en important ces dispositifs techniques qui sont marqués, qui sont des dispositifs graphiques, eh bien, vont donner lieu à ce que j'appelle ici provisoirement la médecine basée sur les mesures et qu'on trouve évidemment partout dans le domaine médical, en particulier hospitalier, mais aussi ici d'une manière beaucoup plus privée. Ici, je vous ai mis un glucomètre ou ici une page de magazine sur les nouvelles technologies biométriques qui signent le développement de tous ces instruments-là. Autre exemple, j'espère que je ne vous embête pas trop parce que j'aligne les exemples, j'espère que vous essayez que ça vous permet de vous faire, disons, une certaine représentation des chemins de cette ingéniosité, en tout cas dans le domaine de la médecine, liée aux importations de choses qui viennent d'ailleurs. Là, je vais pouvoir aller assez vite. C'est en gros la même chose que faisait Étienne Jules Marais, mais appliquée au cerveau. C'est un individu que j'adore, il s'appelle Angelo Mosso, c'est un grand physiologiste italien qui était plus jeune qu'Étienne Jules Marais, mais pour lui, Étienne Jules Marais était un maître. Et là, vous les voyez, c'est des archives assez rares. C'est que vous voyez ici Mosso, nous sommes à Turin en 1901, et vous voyez là, il vient de saluer Marais. Vous aurez remarqué que Marais était plus petit que lui, en taille seulement. Et il salue donc ces gens-là. Cette image, encore une fois, elle n'est pas seulement anecdotique. Vous voyez là des savants qui utilisaient leur même instrument d'analyse, en gros, pour s'amuser et faire comme ça des petits films. On retrouve donc le flipbook qu'avait déjà inventé Galilée passablement de temps avant. Mais ce que je vais vous montrer, c'est l'ingéniosité de Mosso. L'ingéniosité, Mosso s'intéresse d'abord au cerveau. Il ne s'intéresse pas à la course à pied, il ne s'intéresse pas au mouvement, à la biométrie, si vous voulez, des mouvements de l'homme, mais il s'intéresse à la biométrie des organes de l'homme, et en particulier d'un organe en particulier qui est le cerveau. Et là, eh bien, il va faire quelque chose de très intéressant, donc il va si vous voulez, déplacer le travail de Marais, ou si vous voulez, oui, le paradigme de Marais, dans le domaine de l'étude du cerveau. Tout d'abord, Mosso a de la chance. Il a de la chance, pourquoi? Parce qu'il tombe sur des individus qui sont particulièrement, entre guillemets, faciles à observer, comme cet individu ici, qui s'appelle Bertino, qui était un paysan, qui avait eu un accident. Il se trouve que les restes de cet accident, c'était une trépanation définitive. Il avait un bout de crâne qui était parti et qui était juste recouvert de peau, sans doute les méninges et la peau du crâne. Voilà, il était là, il vivait, et Mosso, c'est ça aussi l'ingéniosité du médecin, il repère cet individu qui fait partie de son entourage, et il se dit que ça c'est le candidat idéal pour faire des mesures sur la circulation du sang dans le cerveau, pour la seule bonne raison, justement qu'il y a un accès à son cerveau qui est plus important, nettement plus important que pour d'autres individus. Et là, en fait, il va mettre ici un petit ballonnet, je vais aller très vite, un petit ballonnet qui est ici, et ce petit ballonnet va bouger au rythme de l'arrivée de sang et de la pression sanguine dans le cerveau. Ce signal est envoyé ici, il est égalisé par ce petit dispositif, et de nouveau, on trouve le petit instrument inscripteur qui est là, et donc Mosso va pouvoir écrire ou faire écrire le cerveau sur du papier pour analyser les mouvements du sang sur le cerveau. Mais évidemment, cette histoire, elle est intéressante parce qu'elle ne s'arrête pas là. Parce que Mosso ne fait pas ça, évidemment, juste pour mesurer les fluctuations sanguines au cerveau, ou la circulation du sang dans le cerveau. Il fait cela pour corréler cette circulation du sang avec d'autres choses. Et l'avantage, voyez-vous, c'est qu'il a là des individus vivants avec lesquels ils peuvent parler et qui sont directement équipés pour produire des informations sur ce que fait leur cerveau dans le cadre d'expériences. Et là, Mosso va franchir un pas dont nous sommes, en tout cas, les sciences du cerveau sont encore les héritières. Eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est de repérer et de donner une évidence expérimentale au fait que la circulation du sang dans le cerveau est modulée par les émotions.
Dans un ouvrage, il va écrire en particulier 2 grands ouvrages, un sur la peur et l'autre sur la fatigue, et un autre, évidemment, grande synthèse sur la circulation du sang. Et ici, vous voyez, il explique, c'est l'exemplaire italien, il explique ici dans ce chapitre le lien entre la circulation du sang dans le cerveau durant l'activité de la pensée et des émotions. Mosso met en évidence par l'instrument eh bien, le fait que lorsqu'un cerveau est en activité, eh bien, il consomme du sang et que si on arrive à mettre en évidence la circulation sanguine dans le cerveau, on arrive à mettre en évidence d'une manière médiate le fonctionnement du cerveau. Vous voyez bien où on va arriver après cette histoire. Et vous voyez, l'ingéniosité de Mosso, c'est aussi de se dire, bon, on ne trouve pas tous les jours des gens comme Bertino qui étaient comme ça trépanés par accident avec une accessibilité si facile de son cerveau. Et il va inventer une machine qui va peu servir, d'après les archives de Mosso, mais que les gens dans son laboratoire appelaient la machine à peser la pensée. Il imagine et fait construire cette étrange machine que vous voyez ici, où vous avez un individu qui n'est pas Bertino, il n'a pas besoin d'avoir cette trépanation accidentelle, un individu comme vous et moi, que l'on allonge sur cette balance, et cet individu, on va pouvoir lui parler, on va pouvoir lui poser des questions, on va pouvoir le faire calculer, on va pouvoir lui faire peur, enfin toute une série de choses. Et Mosso remarque évidemment que lorsque l'activité du cerveau augmente, eh bien, la balance penche du côté de la tête, et lorsque l'activité du cerveau baisse, la balance penche du côté des pieds. Et Mosso a cette idée évidemment tout à fait intéressante, même si sa balance ne va pas être commercialisée, si j'ose dire, c'est qu'en repérant les tracés ici, eh bien, il arrivera à avoir encore une fois une objectivation médiate, pour utiliser un terme technique, du cerveau à travers une balance qui mesure quoi? Qui mesure l'afflux du sang au cerveau. Cette balance ne va pas être développée, comme je viens de vous le dire, et ça se saurait. Il y en a eu sans doute un exemplaire dans le laboratoire de Mosso. Ça n'a pas empêché Mosso de publier sa balance. Mais on peut dire que le travail de Mosso va jouer un rôle, on peut dire, paradigmatique, dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Ce rôle paradigmatique, c'est de nouveau une nouvelle strate de cette inventivité médicale qui consiste à importer dans son domaine des choses venues d'ailleurs. Nous sommes dans les années 70, et dans les années 70, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est une grande période autour de la recherche nucléaire, toute la question des isotopes, de la radioactivité, donc la physique nucléaire, la physique des hautes énergies. Il y a quelque chose qui s'est largement développé. Et c'est, si vous voulez, dans la traînée, si j'ose dire, hein, de ce développement-là, qu'effectivement, des médecins eh bien, vont essayer d'exploiter la radioactivité pour toute une série de choses. On exploitait déjà la radioactivité dans la radiothérapie il y a longtemps, mais ici, vous avez 2 individus, Lassen et Ingvar, qui vont exploiter les isotopes radioactifs comme traceurs sanguins. Ce que Mosso essayait de mesurer avec une balance ou avec d'autres instruments, par exemple, vous avez vu l'exemple de Bertino, eh bien, Lassen et Ingvar vont tenter de le mesurer avec des isotopes radioactifs. L'idée, c'est de pouvoir injecter une substance radioactive, en l'occurrence c'était du xénon 133, à des individus et mettre ces individus devant un nouvel instrument qui avait été inventé par les physiciens, c'était ces scintillographes, vous allez voir ça tout de suite, et d'aller récupérer les signaux émis par ces isotopes, et avec l'idée qui est toujours la même, qui était celle de Mosso, c'est où il y a beaucoup de signal, il y a beaucoup de sang, où il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup d'activité. Et vous avez donc là un déplacement, mais toujours dans le même paradigme, qui permet de donner une évidence visible, mesurable au fonctionnement cérébral. Et vous avez ici donc les premières publications sur ce dispositif-là. Et comme c'est expliqué ici, le but est toujours le même, c'est d'utiliser le sang comme un traceur d'une activité beaucoup plus abstraite, évidemment, que la circulation du sang. C'est l'activité de la pensée, l'activité du sujet, l'activité émotionnelle et toute une série de choses. Ici, une image pour que vous représentiez aussi un petit bout de cette inventivité. On est là dans une thèse qui a été défendue à Genève, je crois, donc qui a été publiée dans le bulletin de l'Académie suisse des sciences médicales en 1980. Et vous voyez ici la photographie du dispositif. On a vraiment l'impression, je suis sûr que c'est ça, on a pris un casque de moto, on a fait des trous à des endroits bien spécifiques qui évidemment inscrivent
au cœur même du casque la cartographie du cerveau qu'on aimerait repérer. Dans chaque trou, on a mis des scintillographes, on a injecté du xénon 133 à la personne, on a pu dialoguer avec cette personne et on a pu ainsi suivre la consommation sanguine de cette personne-là. Et là, évidemment, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est évidemment le début des scanners. Les scanners vont donc se développer avec une résolution de plus en plus fine, avec toujours ce même principe qu'avait développé la physiologie du XIXe siècle, que l'on pourrait, disons, synthétiser d'une manière un peu familière, où ça consomme, ça fonctionne, et donc on va observer très vite un développement technologique très important dans le domaine justement du traçage du sang dans le cerveau, ce qui va donner donc les scanners. Ici on est à la fin des années 70 et vous avez donc les premiers scanners, vous reconnaissez ici le nom de Lassen, et les scanners qui deviennent de plus en plus précis, avec ici des voxels qui deviennent eux aussi de plus en plus précis. Et donc vous voyez comment, et aujourd'hui encore, comme vous le savez, le sang reste toujours ce marqueur d'une activité difficile à saisir qu'est l'activité cérébrale, puisque même si on n'utilise plus du xénon 133, mais on utilise des champs magnétiques intenses, comme vous le savez, dans le domaine de l'IRM et de l'IRM fonctionnel, ce que l'on trace, eh bien, au sens littéral du terme, c'est bien de la circulation sanguine et de la densité de circulation sanguine dans le cadre de protocoles qui sont maintenant relativement bien stabilisés dans le domaine des sciences du cerveau, eh bien, on arrive à donner une évidence visible à ce que fait un cerveau quand une personne pense, agit, etc. Alors, le dernier exemple que je vais vous montrer, c'est la dernière porte que je vais ouvrir. Elle peut paraître un peu abstraite, mais je voulais vous en parler parce que c'est aussi de l'inventivité, mais pas une inventivité qui passe par de la technique, par des instruments, etc. Si, des instruments, mais des instruments intellectuels. Et là, c'est un petit chemin que je vais vous montrer sur l'importation en médecine des mathématiques. C'est un gros chapitre, évidemment, de l'histoire de la médecine, mais je vais juste un tout petit peu l'esquisser. Ce qu'il faut dire, donc, tout d'abord, c'est qu'il y a deux problèmes, c'est ce qui est écrit ici, il y a deux problèmes qui vont arriver en médecine, pas simultanément. Le premier problème, c'est le souci de santé des populations. Comment est-ce qu'on arrive à évaluer la santé des populations? Je vais vous donner un exemple. Et le deuxième problème qui va être posé, c'est la mesure de l'efficacité des traitements. Et c'est les deux exemples que je vais vous montrer, parce que c'est par ces deux portes ou par ces deux problèmes que sont arrivées notamment les mathématiques en médecine. Premier élément, donc, compter les morts pour gouverner les vivants. On n'est pas vraiment dans la médecine, on est dans l'économie, mais vous allez voir que ça ressemble évidemment à de la médecine. Pendant très longtemps, la mort, c'était quoi? Eh bien, la mort était un phénomène qui, du côté savant, disons, relevait sans doute de la philosophie, de la métaphysique, de la théologie, etc. Du point de vue évidemment culturel, la mort, comme le montre cette image du triomphe de la mort, en l'occurrence dans les épidémies de peste et de choléra, c'est effectivement une image culturelle, tragique, etc. Mais on a une conception, et je le dis d'une manière très neutre, on a une conception métaphysique de la mort, la mort a très peu percolé dans le domaine des sciences. Il faut attendre un moment pour que les scientifiques se disent « mais comment est-ce qu'on meurt? De quoi est-ce qu'on meurt? Comment est-ce qu'on meurt? Où est-ce qu'on meurt ?» etc. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous le montre, c'est que ce premier souci de la santé des populations n'est pas venu de la médecine, mais il est venu de l'économie. Et là, je vous le montre rapidement, c'est au même moment que les sciences expérimentales anglaises explosent, dans les années 1660, eh bien, un individu qui est très important, qui est considéré comme un des pères fondateurs de l'économie politique, qu'on appelait à l'époque l'arithmétique politique, William Petty, avec un collègue, John Graunt, il y a toute une histoire autour de ces deux individus, eh bien, vont développer des techniques d'enquête tout à fait intéressantes. Leur ingéniosité consiste à utiliser la division, en l'occurrence, des grandes villes anglaises en paroisses, et à utiliser les registres paroissiaux en demandant aux pasteurs d'inscrire un peu plus de choses dans leur registre que simplement « est mort aujourd'hui, je ne sais pas quoi, John Smith, etc. » mais de commencer à inscrire des éléments qu'on va pouvoir bientôt dire sanitaires. Ici, vous avez
Vous voyez, nous sommes en 1662, vous avez ici un questionnaire, en quelque sorte, un questionnaire qui permettait de recueillir des informations qui étaient fournies paroisse après paroisse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on s'intéresse à combien de personnes naissent, combien de personnes se marient, combien de personnes sont enterrées, à quel âge avaient-ils lorsqu'ils sont enterrés, donc ils sont morts. Vous voyez, on ne dit pas mort, on dit enterré, parce que quand on est enterré, en général, on passe par la paroisse, c'est là que l'information elle est collectée. Mais en même temps, ici, c'est très intéressant, toute une liste de maladies dont souffraient les personnes avant qu'elles meurent. Et vous voyez ici, juste pour faire un lien avec avant, on retrouve la smallpox, qui est évidemment le nom anglais pour la variole. Donc là, on a un souci de santé des populations qui consiste à importer les mathématiques et les statistiques qui commencent à apparaître dans le domaine des mathématiques précisément au XVIIe siècle, à une grande époque de mathématisation des sciences, qui percole du côté d'un souci de la santé publique et qui est un souci d'économiste. Et ici, vous avez donc des tableaux qui sont produits. Ici, je montre cette image, non pas pour rentrer dans son détail, mais vous voyez simplement qu'ici, c'est un tableau statistique d'une seule semaine, un peu dramatique parce qu'il y avait énormément de morts liées à la peste. Vous avez ici, on ne va pas entrer dans les détails, mais où il y a le chiffre le plus grand, vous voyez 1880 personnes sont mortes dans cet endroit de Londres, à Londres, entre le 15 et le 22 août 1655. Et donc, on va comme ça produire des données statistiques sur la mort des gens pour pouvoir, en gros, faire, si vous voulez, de la politique, c'est-à-dire pouvoir, si possible, redresser ce qu'on appellera les conditions de vie ou l'espérance de vie des gens. Pourquoi? Parce qu'au XVIIe siècle, eh bien, la force de travail est corrélée avec la richesse des nations et que les gouvernants, et à travers la médiation des économistes, vont effectivement se poser la question de la connaissance, de l'objectivation et plus tard des mesures à prendre pour faire en sorte que les gens soient mieux en santé pour être plus productifs. Ici, une petite confrontation. Vous voyez, le monde n'a pas tellement changé. En préparant ces quelques exemples, eh bien, je suis retourné ici à l'Office fédéral de la statistique et on est toujours dans le même paradigme des inventaires des causes de décès spécifiques, un questionnement qui est né au XVIIe siècle. Mais où on va s'approcher de la médecine, c'est avec des médecins, si vous voulez, arithméticiens, on devrait dire, ce n'est pas vraiment des mathématiques, c'est justement sur cette question de la mesure des effets thérapeutiques. Une intuition précoce, et comme par hasard, entre guillemets, on se retrouve au XVIIe siècle, ce grand siècle de l'expérimentalisme, etc., chez ce médecin qui s'appelle Jean-Baptiste Van Helmont. Et Van Helmont va avoir une intuition extrêmement précoce, mais qui ne sera pas vraiment suivie d'effets. Voilà, mais une intuition, on trouve dans son texte une intuition. Laquelle c'est? Eh bien, c'est l'intuition qui va donner bientôt les essais cliniques, pas randomisés, mais les essais cliniques. Il dit, dans ce passage, « Donnez-moi 200 ou 500 personnes pauvres qui ont des fièvres, des pleurésies, etc. » On va diviser ce groupe en deux parties. Une partie, c'est moi qui les soigne, et l'autre partie, c'est vous qui les soignez. Et à la fin, on comptera les morts et on saura qui soigne le mieux. Vous voyez, la fin de cette citation, nous allons voir combien de funérailles nous aurons chacun. Van Helmont a donc cette intuition qu'il faut passer par la mesure pour évaluer des traitements, une intuition qui va être réalisée par un autre personnage extrêmement connu, dont l'inventivité consistera simplement à appliquer l'arithmétique à l'évaluation des traitements. Il est très connu, c'est James Lind. James Lind est vraiment le grand héros de l'épidémiologie et de la santé publique et de ce qui viendra les essais cliniques. Pourquoi? Eh bien, parce que James Lind, donc, qu'est-ce qu'il est, James Lind? Eh bien, c'est un médecin de marine. Évidemment, comme tout médecin de marine à l'époque, il est confronté à une maladie horrible que j'ai juste illustrée ici, qui est le scorbut. On ne sait pas comment lutter contre le scorbut qui vraiment désagrège quasiment par compression de toute une série de tissus, j'entre pas dans le détail, les corps des hommes qui finissent par mourir. Eh bien, Lind va aussi est caractérisé par une certaine ingéniosité. Il va faire en vrai ce que Van Helmont avait suggéré de faire, si vous voulez, in fabula. Ce qu'il va faire, eh bien, c'est écrit ici, donc ça va donner son fameux traité sur le scorbut. Il va faire quelque chose qui aujourd'hui nous paraît très simple. Il va faire quoi? Eh bien, il va prendre 12 malades, 12 personnes qui sont sur son bateau, vous l'avez vu avant le bateau, 12 personnes qui sont malades, et il va se dire,
je vais voir quels sont les liens entre la nourriture et la maladie. Et ces 12 personnes, il va les partager en 6 groupes de 2, et à ces 12 personnes, il va donner la même alimentation, mais ce qu'on appellerait aujourd'hui des compléments alimentaires spécifiques à chacun des groupes des 2 personnes. Et il va regarder comment la chose va évoluer. Et là, vous avez son traité du scorbut. Si nous avions le temps, on pourrait se plonger dans ces belles pages. Et il explique vraiment d'une manière très littérale, comme évidemment on le fait souvent dans le domaine scientifique, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait donc, c'est qu'il se trouve que parmi ces 12 malades, on est donc en mai 1747, eh bien, il y en a 2 qui vont avoir, si vous voulez, entre guillemets, comme complément alimentaire, des limons, c'est-à-dire en gros des citrons, des oranges. Et Lindt va simplement se rendre compte que ceux qui sont nourris avec des citrons et des oranges, eh bien, sont soignés plus rapidement, eh bien, recouvrent une santé relative beaucoup plus vite, et il explique dans des pages assez sentimentales finalement comment les gens qui avaient été nourris en supplément alimentaire avec des limons, c'est-à-dire des citrons, eh bien, à un moment donné, ils ont repris des forces, ils ont même pu s'occuper des autres malades du bateau. Et ça, c'est un élément très intéressant pour 2 raisons. Tout d'abord, on voit là que Lindt importe l'outil, pas mathématique, vraiment arithmétique dans l'évaluation des traitements. Il invente un protocole qui va donner lieu évidemment aux essais cliniques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais la deuxième raison qui est importante, c'est que contrairement à ce qu'on peut croire, il a fallu attendre très 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 longtemps pour que la thérapie par le citron, si vous me passez l'expression, eh bien, se développe dans le domaine maritime. Pourquoi? Parce que pendant extrêmement longtemps, cette preuve qu'on considère aujourd'hui comme une preuve assez évidente de l'efficacité des citrons, des oranges, etc., on ne connaît évidemment pas la vitamine C à l'époque, eh bien cette preuve a de la peine à percoler dans les pratiques, et puis pendant très très longtemps, eh bien, on ne va pas emmener plus que d'ordinaire de citrons et d'oranges sur les bateaux. Deuxième élément qui est très intéressant aussi, mais ça prend le même chemin, c'est le chemin d'un médecin arithméticien qui s'appelle Pierre-Charles Alexandre Louis, donc Louis c'est son nom de famille, le docteur Louis, et lui il va faire quelque chose d'assez intéressant, il va s'attaquer à quelque chose qui était quasiment une panacée, qui était une pratique thérapeutique, qui est la saignée. Ici, je vous ai juste mis une miniature médiévale, juste pour illustrer le fait que la saignée a une très très longue histoire. Déjà dans l'Antiquité, on saignait les gens. Et Louis, donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, il veut évaluer la thérapeutique de la saignée. Il va faire un peu comme Lindt, mais c'est un tout petit peu plus compliqué. Il ne va pas avoir 2 groupes, mais il va y en avoir 3. Il va prendre des gens qui sont malades. Certains, il va faire des saignées tout de suite. D'autres, il va attendre un tout petit peu et puis les saigner. Puis d'autres, il ne va pas les saigner du tout. Il va mettre tout ça dans des tableaux qui, encore aujourd'hui, restent un peu compliqués à lire, même pour les spécialistes, m'a-t-on dit. Mais en gros, la conclusion de son travail arithmétique sur ces essais, c'est qu'effectivement, la saignée n'a aucune efficacité. Elle n'a aucune efficacité, et donc, à un moment donné, et Louis explique, même dans l'introduction de ce travail, en disant « mais je vais vous faire part d'une découverte qui m'a moi-même évidemment étonné, puisqu'il coupait court, il démontrait l'inefficacité d'un traitement qui était inscrit dans les traditions médicales, évidemment, depuis des siècles. » Et c'est donc à partir de gens comme ça que la mathématisation, en gros, de la médecine sous l'aspect des essais mesurés va percoler de plus en plus. Après, bon là on est dans les années 40 et 50, ça va être le grand développement des études qui vont de plus en plus se perfectionner, des études donc randomisées, on prend les gens par hasard, on les fait en double aveugle pour pas que les résultats soient trompés. Ici, un exemple qui est resté assez commun dans la lignée de l'étude de la pénicilline, qui revient d'actualité aujourd'hui, comme vous le savez, autour des débats sur les antibiotiques. On se met à tester plein d'antibiotiques potentiels, comme ici la patuline. Ici, vous avez un peu à quoi ressemble de la patuline lorsque c'est sur une pomme, en l'occurrence ici pourrie. Et donc, on va justement faire des essais. Certains vont être traités avec patuline, d'autres avec des placebos, et puis on regarde évidemment ce qui se passe. Mais ce qui est évidemment de très important, c'est que tout ça, c'est là que je voudrais arriver, à quoi servent en l'occurrence les mathématiques? Bien, comme l'a dit notre collègue
Ilana Levy, qui est une très grande historienne de la biologie et aussi de la médecine, eh bien, elle dit que toutes ces techniques-là, elles ont permis de faire quoi? Eh bien, d'éviter des biais d'interprétation. Et quels sont les biais d'interprétation? Et là, je vous la cite, une fois n'est pas coutume, elle dit « Les médecins ont en effet une tendance inconsciente à percevoir les effets positifs du traitement qu'ils proposent. Les malades qui font confiance au traitement tendent à avoir l'impression d'une amélioration de leur état de santé, même sans substance. » C'est l'effet placebo. L'essai clinique randomisé vise à pallier ces deux obstacles. Les mathématiques sont entrées dans le domaine médical pour pallier une difficulté d'évaluation liée à l'intime conviction des acteurs, que ce soit les médecins ou les patients. Et là, on pourrait rallonger évidemment avec beaucoup d'exemples, mais je vais en arriver évidemment à ma conclusion. Le même type de réflexion a été fait par cet autre individu qui est John Snow. John Snow qui est considéré comme le père de l'épidémiologie voilà, médicale, qui, comme vous le savez, après avoir travaillé, lui, comme scientifique médecin sur le choléra, va, au moment de la grande épidémie de 1854 à Londres, va faire, comme beaucoup de ses prédécesseurs avaient fait sur d'autres sujets, il va établir des corrélations non seulement basées sur la mesure, mais aussi sur la mesure au sens de la quantification, mais aussi basées sur la mesure au sens de la géographie, l'espace, et il va établir une corrélation entre quoi? Eh bien, entre certaines pompes à eau de la ville de Londres et le nombre de malades qui contractent le choléra. Et cette corrélation va permettre évidemment de faire quoi? Eh bien, ça c'est très connu dans l'histoire de la médecine, de faire un lien entre l'eau et le choléra, et surtout de faire un lien politique entre préservation de l'eau propre avec évitement de la maladie, puisque l'eau est donc vecteur de cette pathologie. Mais le fait que l'eau soit vecteur de cette pathologie, il a fallu le mettre en évidence eh bien, avec ce mélange de géographie et d'arithmétique, compter et positionner les gens et établir des corrélations. Encore une fois, passé-présent, tout ça est complètement d'actualité. Grand événement dans le domaine des big data, vous l'avez peut-être vu, c'était il n'y a pas si longtemps, en 2014, une équipe de chercheurs, et d'ailleurs des collègues de l'EPFL étaient impliqués là-dedans, eh bien, ont identifié 3 jours avant l'OMS une recrudescence de l'épidémie Ebola, 3 jours avant l'OMS. Et ce qu'il y a d'intéressant, on pourrait en parler des heures, mais on ne les a plus, eh bien, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'eux aussi ont procédé par corrélation, mais ils n'ont pas corrélé des comptages de personnes, des comptages de bacilles, etc. Mais ils ont corrélé quoi? Eh bien, ils ont corrélé les messages privés que les gens se sont échangés, des news des gouvernements, des articles de journaux, et grâce au big data, eh bien, ils ont fait des corrélations qui leur ont permis d'identifier une recrudescence du virus Ebola. Et donc là, vous voyez, les données sont très différentes, mais le paradigme est toujours le même, c'est-à-dire produire des données pour pouvoir établir des corrélations. Alors, je voulais vous dire quelque chose un peu sur les big data, mais on va dire que je l'aurais dit à travers ce petit exemple d'Ebola, parce que c'est bientôt le soir et des amis m'attendent chez moi. J'aimerais en arriver à simplement une petite conclusion, mais vraiment une modeste conclusion. C'est que je vous ai montré un certain nombre d'exemples. Derrière chacun de ces exemples, il y a évidemment des personnages. Et donc, on peut se dire, mais quel est en quelque sorte le levier, quel est le mécanisme, quelles sont les liaisons, les chemins finalement de cette inventivité en médecine. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a un mot, et on va y arriver tout de suite, que je n'ai pas prononcé depuis le début et qui est pourtant central. Pour y arriver, je rappellerai en conclusion 3 individus qui illustre une caractérisation très importante du domaine médical, en tout cas historiquement. Aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait regarder de cas en cas. C'est donc ce que j'ai appelé une économie de l'attention soutenue. Les développements de la médecine sont liés à ce que je propose comme ça, là, passagèrement, d'appeler une économie de l'attention soutenue. Regardez ça. Et ça, je le prends d'un historien qui s'appelle Carlo Ginzburg, qui a vraiment fait un magnifique travail. Il y a un individu qui s'appelle Morelli, qui au XIXe siècle est devenu maître dans l'identification des faux en peinture. Et son truc, c'était pas de regarder
la geste du peintre, l'harmonie générale des tableaux pour y retrouver la patte du chef-d'œuvre, etc., c'était de regarder les détails, les doigts, les ongles, les oreilles, etc. Donc là, on va dans le domaine d'histoire de l'art. Pourquoi c'est intéressant pour nous? C'est parce que Morelli, première formation, était médecin. Donc avec cette idée d'avoir une attention particulière pour le détail, là en l'occurrence mise au service de l'histoire de l'art et des vendeurs d'art, pour identifier les faux ou bien rectifier des attributions. À la même époque que Morelli, et ça c'est donc encore une fois Carlo Ginzburg qui le montre, il y a un autre personnage qui apparaît. Il est très connu, il s'appelle Sigmund, son nom de famille est très connu, mais on l'appellera par son petit nom. Et Sigmund, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien lui aussi, il développe une sorte d'acuité, une sorte d'économie de l'attention soutenue, où il va repérer des détails, en particulier dans les rêves, pour pouvoir tisser des récits qui vont lui dire quelque chose sur l'état psychique de la personne. Comme tout le monde le sait, Sigmund Freud était médecin, il a d'ailleurs commencé sa carrière en neurologie pour après visiter Charcot et progressivement développer ce qu'on appellera la psychanalyse. Troisième personne qui a eu cette attention soutenue et qui en a fait finalement une œuvre littéraire, c'est aussi très connu, c'est Conan Doyle qui a inventé ou co-inventé le roman policier, avec l'idée que l'histoire du policier, c'est essentiellement l'histoire d'une attention soutenue à des détails qui permet ainsi de refaire, de recomposer la trame d'un événement, en général un meurtre, un crime, etc. Quelle est la profession de Conan Doyle? Il était médecin. Vous avez là 3 médecins qui illustrent, et ça c'est Carlo Ginzburg qui nous l'explique, qui illustrent finalement cette sorte de caractéristique du regard médical, qui peut d'ailleurs se transposer dans d'autres domaines, qui est celle de l'attention soutenue. Lorsque l'on parle de l'attention soutenue, c'est-à-dire cette espèce d'étincelle qui doit toujours être dans la tête des gens, y inclus quand ils constatent des choses qui n'ont pas de sens, eh bien, elle a pris un nom, et c'est ce nom que je n'ai pas prononcé durant tout ce petit propos que je vous ai donné, c'est la sérendipité. Et là, vous reconnaissez l'image avec laquelle j'ai commencé. L'histoire de la sérendipité est elle-même très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle aussi nous vient d'ailleurs. Elle nous vient d'un conte persan qui est l'histoire des trois princes de Sérendipe. L'histoire raconte que voilà, vous aviez un roi qui a envoyé ses fils, c'est toute une intrigue, voir le monde pour les former. Et puis ces 3 frères ont une attention très soutenue qui leur permet ainsi de résoudre toute une série d'énigmes. La plus connue est la fameuse énigme du chameau. Il trouve qu'il marche sur le chemin, qu'il voit des traces de farine d'un côté, de sucre de l'autre, en même temps des marques du chameau qui sont plus marquées d'un côté ou de l'autre. Puis il rencontre un individu, et l'individu lui dit « Écoutez, j'ai perdu un chameau, est-ce que vous ne l'auriez pas vu ?» Puis les 3 frères, les 3 princes de Sérendipe lui racontent, mais oui, votre chameau, donc d'un côté il porte, c'est bien celui-là, d'un côté il porte de la farine, puis de l'autre côté il porte du sucre, et puis il boite de la jambe gauche, etc., etc. Toute une série d'indices. Le propriétaire du chameau est sûr qu'il a mis la main sur le voleur, sur les voleurs du chameau. Comment avoir comme ça une idée si claire du chameau alors qu'on ne l'aurait jamais vu? Eh bien ça, c'est l'argutie des princes de Sérendipe qui ont inventé, en tout cas dans le domaine persan, déjà dans le Moyen-Âge persan, la première version a été traduite en Europe et en Italie, vous voyez ici, seulement en 1557. Ce prince raconte ce que l'on peut faire avec l'attention soutenue, c'est-à-dire de miser finalement sur des détails, sur des éléments qui sont de l'ordre de l'indice, pour essayer de découvrir des choses que les indices signalent, recueillir des traces, recueillir des mesures au sens des chiffres, recueillir des tracés pour donner finalement une évidence claire à un phénomène qui échappe toujours au regard nu, à la perception nue. Et je crois que tous les exemples, et il y en aurait encore beaucoup, que j'ai tenté de vous montrer, témoignent finalement de cette histoire de la médecine comme l'histoire d'un regard et d'une pratique qui est toujours en quelque sorte augmentée par la technique, simplement pour dépasser une sorte, ou pallier une sorte de difficulté. C'est que finalement tout nu, on ne peut pas faire grand-chose et que la technicité va devenir finalement le levier de l'efficacité de la médecine, en particulier, donc, comme j'ai essayé de vous le montrer, dans cette longue histoire qui commence sans doute au XVIIe siècle, mais qui est encore en cours aujourd'hui.
Voilà ce que je voulais vous dire. Je m'excuse, j'ai été un petit peu long. Finissons sur ces fameux 3 princes de Sérandipe qui pourront peut-être vous inspirer. Merci beaucoup.